Bonjour à tous, c'est Théophile du blog grcfinance.com. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voudrais qu'on évoque le fonctionnement d'une opération de promotion immobilière. Alors, pourquoi je vous fais cette vidéo? En fait, au départ, je voulais faire une vidéo qui expliquait pourquoi, selon moi, il n'était pas intéressant d'investir dans de l'immobilier neuf en défiscalisation. Et finalement, je me suis dit que ça pouvait être plus intéressant, même si c'était peut-être un peu plus long et un peu plus complexe, de vous donner un petit peu un aperçu des différentes étapes du montage d'une opération, de présenter un petit peu quels étaient les différents intervenants, pour ensuite réévoquer à la fin ces programmes de défiscalisation, ce qui vous permettra à la fois d'emmagasiner plus de connaissances et de comprendre quels sont les mécanismes qui font que bien souvent ces opérations ne sont pas véritablement rentables pour l'investisseur. Voilà, donc premièrement, j'aimerais revenir sur ce que j'appelle la chaîne immobilière. Donc en fait, la chaîne immobilière, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la suite d'intervenants qui vont donner lieu, in fine, à la réalisation d'un bien et à sa mise sur le marché. Donc le premier intervenant, c'est le propriétaire foncier, c'est celui qui détient le foncier de départ. Donc ça peut être un terrain agricole non aménagé, ça peut être une friche industrielle, ou ça peut être plusieurs terrains côte à côte qu'il va falloir regrouper pour donner lieu à le terrain qui accueillera la construction. Ensuite, le deuxième intervenant, c'est l'aménageur. Donc l'aménageur, justement, lui, il va faire le lien entre le propriétaire foncier et le promoteur, et il va préparer le terrain sur lequel le promoteur va construire, ou l'immeuble que le promoteur va devoir réhabiliter. Ensuite, en bout de chaîne, on a l'acquéreur. Donc l'acquéreur, c'est soit un investisseur, soit un utilisateur. Donc l'investisseur, lui, il va acheter un bien pour le louer, et l'utilisateur, il va acheter un bien pour l'utiliser. Donc si c'est une entreprise, elle pourra acheter ses propres bureaux ou ses propres locaux d'activité. Si c'est de l'habitation, ce sera souvent des gens qui achètent une résidence principale, voire une résidence secondaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une seule et même personne peut prendre plusieurs de ces rôles, voire tous les rôles d'un coup, même si c'est plus rare. On peut par exemple avoir une société qui est à la fois aménageur et promoteur, ou une société qui est à la fois promoteur et investisseur. Ça peut être le cas par exemple pour de l'immobilier de bureau. Une société peut acheter un terrain auprès d'un aménageur ou d'un propriétaire, construire des bureaux et ensuite les mettre en location. Je ne l'ai pas indiqué sur ce graphique, mais il faut savoir que les organismes financiers tels que les banques et les assurances jouent également un rôle important au cours de ces différentes étapes, notamment en venant financer les promoteurs, les investisseurs ou les utilisateurs dans l'acquisition ou la réalisation des opérations. Enfin, je précise que c'est un schéma qui peut varier selon les cas. Il peut parfois, par exemple, ne pas y avoir d'aménageur avec un promoteur qui achète directement auprès de propriétaires fonciers. Ensuite, j'aimerais revenir sur le foncier. Donc le foncier, c'est vraiment la matière première du promoteur et la matière première d'une opération immobilière. Et donc, il faut bien comprendre que s'il n'y a pas de foncier, donc s'il n'y a pas de terrain ou d'immeuble à démolir ou à réhabiliter, il ne peut pas y avoir d'opération immobilière. Donc trouver le foncier, c'est vraiment quelque chose de primordial pour le promoteur. Et pour ça, il peut utiliser différentes méthodes. La première, c'est la prospection directe auprès soit de propriétaires privés, soit de notaires, soit d'agents immobiliers ou d'architectes. Ou alors il peut acquérir directement le foncier auprès d'un aménageur en répondant éventuellement à une consultation qui aura été organisée par l'aménageur. Justement, l'aménageur, son rôle, c'est de préparer le foncier pour le promoteur. Donc son rôle, en fait, ça consiste à acquérir le foncier auprès des propriétaires privés, parfois en utilisant des procédures juridiques telles que l'expropriation ou la préemption. Ensuite, c'est de programmer l'aménagement du quartier, de découper les parcelles et de définir leur future affectation, qu'elle soit tertiaire, résidentielle ou commerciale.
Il va également être en charge de créer les voiries et d'amener les réseaux pour ces différentes parcelles, puis de programmer les espaces et équipements publics qu'il y aura sur le quartier et les réaliser. Enfin, il devra céder les parcelles à des opérateurs immobiliers qui sont soit des promoteurs, soit des bailleurs sociaux, en fixant éventuellement un cahier des charges. Ça veut dire que au moment où il va céder le foncier, il va imposer à l'acquéreur de respecter telle ou telle contrainte. Ça peut par exemple être des critères de performance environnementale, des critères relatifs à la quantité de logements sociaux ou de logements réservés aux primo-accédants qu'il peut y avoir dans un programme immobilier, ou encore d'autres types de contraintes. Le plus souvent, les aménageurs sont des entités publiques ou parapubliques, comme des SEM, des SPL ou des EPA, et ce sont en fait des émanations des collectivités locales ou de l'État, et ça permet justement aux différentes strates de gouvernance publique de fixer des objectifs en termes d'urbanisme et d'aménagement, et ensuite, via le cahier des charges, de les imposer aux différents opérateurs et notamment aux promoteurs. Donc maintenant, le promoteur, il a vraiment un rôle essentiel à jouer dans l'opération de construction et l'opération immobilière. C'est finalement l'acteur majeur, puisque c'est lui qui va vraiment créer la valeur en partant d'un foncier brut à un bien terminé et prêt à être utilisé. Donc le promoteur, il faut le rappeler que c'est un investisseur, puisqu'il injecte de l'argent dans l'opération pour en retirer un bénéfice au moment de la revente. Donc une opération de promotion, au-delà d'être un acte de construire, c'est une opération d'investissement. Pour savoir à quel prix le promoteur va pouvoir acheter son terrain, il va procéder à ce qu'on appelle un calcul à rebours. Il va donc réaliser un bilan financier prévisionnel pour faire un petit peu le décompte des différentes recettes et dépenses que l'opération va engendrer et savoir combien il peut acheter le terrain au maximum, et ensuite aller négocier avec le propriétaire vendeur ou l'aménageur. On va prendre un exemple. Par exemple, donc là j'ai pris une opération sur laquelle on peut construire 1800 m² de surface habitable. Donc la surface habitable, c'est vraiment les parties privatives, l'intérieur des logements, on va dire, ça compte pas tout ce qui est partie commune, local poubelle, couloir, etc. Et dans ce cas-là, j'ai mis 30 logements. Si je dis pas de bêtises, ça doit faire, ça fait 60 m² par logement. Donc c'est vraiment un cas hyper simplifié. Donc d'abord, le promoteur, il va estimer son chiffre d'affaires, donc il va se dire à combien je peux vendre. Donc on verra sur la slide suivante comment il peut faire pour estimer ça. Donc là, j'ai fixé ce prix-là à 3500 € par mètre carré de surface habitable, ce qui lui donne un chiffre d'affaires total de 6 300 000 €. Je précise que j'ai ignoré les questions de TVA pour cet exemple, pour simplifier. Donc voilà, s'il y a des spécialistes qui regardent cette présentation, ne vous offusquez pas, c'est volontaire. Ensuite, le promoteur va estimer ses dépenses. Donc la dépense la plus importante, évidemment, c'est les travaux. Donc là, je les ai fixés avec un ratio de 1700 € par mètre carré de surface habitable. Il y a les honoraires de construction, donc tout ce qui va être architecte, bureau d'études, etc. Donc qui sont souvent calculés en proportion du montant des travaux. Donc là, j'ai fixé à 15% des travaux, tout compris. Il y a les assurances travaux, donc des assurances telles que la dommage ouvrage, tout risque chantier ou constructeur non réalisateur. Donc ce sont différentes assurances qui vont couvrir le promoteur en cas de dégradation des ouvrages pendant leur réalisation, voire même après leur réalisation pour certaines de ces polices d'assurance. Il va également devoir souscrire une garantie financière d'achèvement. Alors parfois c'est pas le cas, mais souvent c'est le cas lorsque le promoteur vend sur plan via un contrat de VFA, donc de vente en l'état futur d'achèvement. Donc en fait, la loi lui impose de souscrire une GFA, garantie financière d'achèvement, pour couvrir l'acquéreur en cas de défaillance des entreprises ou du promoteur. Et donc là, ce sera l'assureur, donc l'organisme financier, ça peut être une banque ou une assurance, qui prendra le relais pour faire en sorte que les travaux soient menés jusqu'à leur terme.
Donc en pratique, cette assurance est rarement mise en jeu puisque, comme à leur habitude, les assureurs prennent suffisamment de précautions pour que le risque n'arrive jamais. Je connais pas de cas, enfin j'ai jamais vu de cas où cette GFA était activée. Bon, ça a dû arriver sûrement, mais ça reste extrêmement rare parce que toutes les garanties et toutes les précautions sont prises dès le départ. Et même si parfois une des entreprises venait à faire faillite pendant le chantier, le promoteur arrive toujours à trouver une solution sans que la GFA soit activée. Ensuite, il y a les honoraires de commercialisation. Donc ici, on est dans le cas d'une opération de logement, donc je les ai fixés à 10% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que le commercialisateur, ça va être soit une banque, donc un conseiller financier, soit un gestionnaire de patrimoine, soit un agent immobilier plus classique. C'est souvent les gens qu'on trouve dans les bulles de vente construites à proximité des chantiers qui vont vendre le programme, les appartements, et donc du coup leur rémunération c'est 10% du prix de vente. Donc c'est assez important, on voit que c'est même plus important dans ce cas-là, même si c'est des chiffres qui sont un peu fixés de manière grossière, que les honoraires de suivi de travaux. Ensuite, j'ai mis un forfait de 50 000 € pour le marketing, un forfait de 50 000 € pour les frais divers. Donc les frais divers, ça va être le paiement des taxes foncières, des assurances, etc. Pendant la durée du chantier. Donc c'est tout ce qui est lié finalement au portage du foncier. Une provision pour l'aléa sur les travaux et les honoraires de 5%. Des frais de maîtrise d'ouvrage, donc ce sont tout simplement les salaires et les coûts internes au promoteur, les frais financiers, donc que j'ai fixé ici à 2% des dépenses de manière très grossière, mais qui vont dépendre du contexte de taux d'intérêt, de la solidité du promoteur et également du montant de la dette qu'il va contracter, on va dire en proportion du total de son besoin de financement. J'ai une slide juste après qui montrera un petit peu ça. Ensuite, il fixe le montant de sa marge. Donc là, la marge dans cet exemple, elle est fixée à 10% du chiffre d'affaires, donc 630 000 €. Et du coup, en soustrayant tout ça, il arrive à déduire le prix d'achat maximum du foncier, droit inclus. Donc là, ici, vous voyez DI, c'est droit inclus, c'est-à-dire frais de notaire inclus. Et donc là, dans ce cas-là, on est proche de 700 000 €. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais revenir sur la rentabilité de l'opération. Donc dans la slide précédente, on parlait de la marge, mais la marge finalement, ça va permettre d'estimer uniquement la profitabilité, on va dire, de l'opération en elle-même. Mais pour avoir vraiment la rentabilité financière pour le promoteur, la marge ne suffit pas. Il faut en effet tenir compte de la structure du financement de l'opération. En effet, dans l'exemple précédent, la marge est de 630 000 €. Par contre, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas la même chose si au départ le promoteur a mis 100 000 € ou s'il a mis 1 million d'euros de fonds propres, c'est-à-dire de cash, d'argent qu'il a vraiment mis de sa poche. Et ce n'est pas non plus la même chose en fonction de si l'opération dure 1 an ou 10 ans, puisque la somme d'argent que le promoteur va injecter sera, selon les cas, immobilisée plus ou moins longtemps. Donc en fait, toujours en me basant sur l'exemple précédent, on a un total de dépenses de 5 670 000 et on va faire l'hypothèse que le promoteur apporte 30% de ce montant-là en fonds propres et qu'il emprunte le reste. Donc plus il va emprunter, plus il aura de frais financiers à payer, c'est logique, mais généralement ça génère un effet de levier qui fait que les fonds propres qu'il investit sont plus rentables. Par exemple, là, si on simule une projection des flux financiers, on voit qu'au début de l'opération, le promoteur il va injecter 1 701 000 de fonds propres de sa poche, qui vont être immobilisés pendant 1 an. Donc la première année, il ne ressort pas d'argent de l'opération, ça reste une espèce de boîte fermée, on va dire. Et au bout de la deuxième année, à la fin de l'opération, il récupère ses fonds propres de départ et la marge que l'opération aura engendrée, si tout va bien effectivement. Ce qui fait que pour avoir mis 1 701 000 au départ, il ressort 2 331 000 2 ans plus tard. Et donc là, il va calculer
deux indicateurs de rentabilité. On a le ROI, donc c'est Return on Investment, le retour sur investissement. Donc en fait, c'est tout simplement la marge générée rapportée à l'argent injecté au départ. Ici, on est à 37%. Mais ça, en fait, comme je le disais, selon la durée de l'opération, c'est pas la même chose si vous faites 37% en 6 mois, ce qui est extrêmement bien, que si vous faites 37% en 5 ans. Et donc pour mesurer ça et prendre en compte le temps, on va utiliser un autre indicateur de rentabilité qui est le taux de rentabilité interne, le TRI. Et donc là, il est de 17%, ce qui veut dire que, en fait, pour avoir une rentabilité comparable, le promoteur, s'il avait placé son 1 701 000 sur par exemple un compte rémunéré, il aurait fallu que ce compte rémunéré rapporte 17% par an pour entre guillemets obtenir la même rentabilité que l'opération. Donc en fait, le promoteur, au-delà du niveau de marge, ce qu'il va regarder, c'est la rentabilité de ses fonds propres. Il va chercher vraiment à l'optimiser à chaque fois. Il va chercher à maximiser le TRI. Et s'il a le choix entre plusieurs opérations, finalement, ce qu'il va regarder, c'est l'opération qui lui permet de rentabiliser au mieux les fonds qu'il va investir de sa poche. Voilà. Maintenant, j'aimerais revenir sur le prix de vente. Alors, comment se fixe le prix de vente pour le promoteur? Tout simplement, en fait, il va réaliser ou s'appuyer sur des études de marché déjà existantes, quel que soit le type d'immeuble ou de bien qu'il va construire, ce qui va lui permettre de connaître un petit peu les tendances du marché. Donc, lorsqu'il construit pour des utilisateurs, il va s'inspirer du prix du marché, par exemple, je sais pas, 5 000 € du mètre carré en moyenne sur des opérations neuves situées à proximité, ça peut être un indicateur. Et pour l'immobilier résidentiel, l'impact des taux d'intérêt va également avoir un rôle à jouer pour les occupants qui achètent leur résidence principale, puisque du coup, ça va améliorer ou dégrader leur capacité d'emprunt et du coup leur pouvoir d'achat immobilier. Pour les investisseurs maintenant, en immobilier résidentiel, le promoteur va faire un calcul où il prend en compte le rendement locatif et il prend également en compte les avantages fiscaux possibles, puisque bien souvent les opérations neuves en défiscalisation, les opérations neuves en immobilier résidentiel, se font via des dispositifs de défiscalisation comme par exemple la loi Pinel ou anciennement la loi Cellier. Donc souvent les investisseurs pour ce type de produit, le piège dans lequel ils tombent, et j'en reparlerai un tout petit peu plus tard dans la présentation, c'est qu'ils ne regardent que la réduction d'impôts et qu'ils n'analysent pas le rendement global de l'opération. Pour moi, comme le plus souvent, l'investisseur est obligé de faire un effort d'épargne mensuel, donc il y a un effort d'épargne qui vient de la différence entre la mensualité de crédit et les loyers qu'il va toucher, mais l'effort d'épargne est complété également par les taxes foncières à payer, éventuellement de la vacance, donc il faut vraiment prendre en compte tout ça, voir combien ça représente si on le lisse en termes d'effort d'épargne mensuel, et quel est le pourcentage de chance, ça c'est plus difficile à savoir, de revendre avec une plus-value à la sortie, et j'en parlerai un petit peu plus tard également. Bien souvent, c'est difficile pour les investisseurs, à part dans certains secteurs très prisés, de récupérer leur mise de départ. Ce qui fait que pour un effort d'épargne équivalent, à mon sens, il est parfois plus intéressant d'investir sur d'autres supports, comme par exemple les marchés financiers. Enfin, pour l'immobilier tertiaire, donc l'immobilier tertiaire, c'est vraiment un marché d'investisseurs institutionnels, donc de banques, d'assurances, de fonds de pension, de SCPI, etc. Et donc là, pour déterminer le prix auquel le promoteur va pouvoir vendre son immeuble, il faut vraiment qu'il ait une approche par le rendement locatif. Par exemple, si les études de marché lui disent que dans la région où il construit, les taux sont de 6% de rendement pour des immeubles de bureaux, eh bien, il va devoir estimer la valeur locative de l'immeuble qu'il construit, diviser par 6%, et ça lui donnera une estimation du prix de vente potentiel. Voilà.
Voilà, maintenant j'aimerais qu'on revienne sur l'immobilier résidentiel neuf et les dispositifs fiscaux qui y sont bien souvent associés. Et une remarque qui est souvent faite, c'est que l'immobilier résidentiel neuf est souvent plus élevé, voire beaucoup plus élevé que le prix du marché ancien. Et j'aimerais qu'on essaye de comprendre pourquoi. Alors tout d'abord, quelque chose que beaucoup de gens vont vous dire, potentiellement les gens qui vous vendent ce type de produit, c'est que c'est normal, le neuf est toujours plus cher que l'ancien dans tous les domaines, hein, que vous achetez une voiture, je sais pas, des assiettes, des couverts, des meubles, eh bien vous allez toujours le payer plus cher lorsque c'est neuf que lorsque vous allez éventuellement le revendre, on va dire, sur le marché de l'occasion. Voilà. Ensuite, on peut également dire que le coût de construction est trop élevé. Par exemple, dans certains marchés où le prix moyen va être de 1600 € du mètre carré dans l'ancien, si on a un coût de construction qui est de 1700 € du mètre carré, forcément, si on ajoute ça à tous les coûts engendrés par une opération neuve, eh bien forcément le prix de revient et le prix de sortie doit être très supérieur au prix de l'ancien. Donc, pour expliquer ça, on peut faire le lien avec les normes de construction en vigueur, la réglementation, le coût du travail qui est notamment lié aux différentes cotisations sociales. Donc voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est des éléments qui peuvent avoir un côté un petit peu politique. Donc si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Mais voilà, c'est pas forcément le sujet de cette présentation. Et enfin, avant-dernier point plutôt, le coût s'explique aussi par les frais annexes et la marge du promoteur, puisque les frais annexes, comme par exemple les frais de marketing, les frais de commercialisation payés aux intermédiaires, tous les frais finalement qui ne créent pas de valeur physique pour le bien, mais qui permettent juste au promoteur de vendre, et ça, dès que vous achetez, vous le perdez, puisque c'est pas parce que vous avez dépensé 50 000 ou 200 000 ou 300 000 en marketing que votre bien il vaut plus cher. Ce qui fait la valeur de votre bien, c'est sa localisation, sa valeur locative, enfin sa localisation et ses caractéristiques physiques finalement. Ensuite, il y a également un opportunisme des promoteurs qui, grâce aux dispositifs fiscaux en vigueur, en profitent pour mieux valoriser leur prix de sortie et gonfler un petit peu le prix de vente. Donc si on reprend un exemple, le même programme que précédemment, mais que on imagine que le prix qui était fixé 3500 € du mètre carré était 20% supérieur à ce que le bien pourrait être revendu en dehors des dispositifs fiscaux sur le marché de l'ancien, c'est 20% finalement, c'est pas énorme, hein. Si vous regardez dans certaines villes, l'écart il est plutôt de l'ordre de 40-50%. Vous vous rendez compte que si on additionne l'ensemble des dépenses, eh bien le prix maximum d'achat pour le promoteur il est négatif, ce qui fait qu'il ne réaliserait pas l'opération puisque le propriétaire ou l'aménageur ne lui vendrait pas le bien à une valeur négative. Ça veut dire qu'il devrait lui donner le foncier et lui donner en plus de l'argent. Donc finalement, sans le dispositif de défiscalisation, je pense vraiment que beaucoup d'opérations neuves ne pourraient pas avoir lieu parce qu'elles ne seraient absolument pas rentables pour les promoteurs. Et donc, en fait, ce dispositif de défiscalisation, c'est finalement une forme de subvention indirecte aux promoteurs, puisque l'État ne va pas percevoir d'impôts, puisqu'il accorde une réduction d'impôts, mais en contrepartie, l'investisseur va surpayer son bien immobilier. Donc en fait, l'argent que l'investisseur aurait dû donner à l'État, il le donne au promoteur. C'est pour ça que je dis que c'est une subvention indirecte. Voilà. Continuons sur les dispositifs fiscaux. Voilà, donc mon avis là-dessus, vous l'aurez compris, c'est qu'il faut être très vigilant et il ne faut pas acheter que pour la réduction d'impôts. Cette réduction d'impôts, c'est vraiment un paramètre, un tout petit paramètre d'un tout beaucoup plus important. Donc comme tout investissement, il faut vraiment avoir une analyse globale, analyser le marché dans lequel vous vous situez. Est-ce qu'il y a véritablement une demande locative ? Quelle est l'évolution des prix, même si vous n'avez pas de boule de cristal évidemment, mais il faut vraiment analyser le marché, l'emplacement et la totalité du bien, plutôt que de se contenter
de regarder des jolis plans sur une belle plaquette commerciale et de signer tout simplement parce que, ben oui, on est en France, il y a beaucoup d'impôts et on en a marre. Donc pourquoi ces dispositifs existent-ils finalement s'ils ne sont pas si intéressants que ça pour les investisseurs? Premièrement, c'est que l'État, officiellement, il cherche à soutenir la création de logements. Donc souvent, ces dispositifs sont initiés par le gouvernement pour soutenir la construction, notamment dans les zones les plus tendues. Je pense par exemple à l'agglomération parisienne. Si on prend par exemple la loi Pinel, il y a des zones, donc la zone A, les zones A pardon, sont les zones les plus tendues, où il y a vraiment une demande en logement qui est très supérieure à l'offre. Donc là, effectivement, il y a un besoin de construction. Et si vous devez faire ce type d'opération, il faut vraiment privilégier ces secteurs-là. Parce que du coup, l'inadéquation entre l'offre et la demande donne plus de chances que les prix se dirigent, on va dire, dans le bon sens. Ensuite, vous avez d'autres zones, B1, B2 et C. Dans le cas du Pinel, la zone B2, par exemple, elle n'est pas éligible à la défiscalisation, mais on peut obtenir une dérogation sur demande des autorités locales. Il me semble que c'est la préfecture qui doit s'en charger, je ne suis pas sûr de moi pour le coup. Et en fait, on se rend compte qu'en pratique, il y a énormément de villes qui obtiennent cette dérogation, alors que en fait, elles n'ont pas besoin de logements supplémentaires. Donc je pense que c'est une pression des politiques locaux qui souhaitent que des opérations immobilières puissent être amorcées dans leur ville pour montrer aux gens que voilà, il y a des quartiers qui se renouvellent, que ça bouge, etc. Et favoriser un petit peu la construction, l'économie locale, donner du boulot aux entreprises, etc. Mais fondamentalement, il n'y a pas toujours un besoin en logement. Et donc, effectivement, ces dispositifs sont souvent détournés. Des systèmes de dérogation, je l'ai dit, sont possibles et permettent à des villes d'être éligibles alors que les logements n'y manquent pas. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immobilier, ça représente environ 10% du PIB de la France et que en favorisant les constructions neuves, l'État, eh bien, il crée de l'emploi, il crée de la croissance, ce qui lui permet de collecter des cotisations sociales, des taxes, puisque une opération immobilière, finalement, ça va solliciter différents corps de métier, que ce soit les entreprises de construction, les bureaux d'études et d'ingénierie, les architectes, les urbanistes, les banques, les assurances, les agents immobiliers, puis les syndics, une fois que l'immeuble sera mis en location, et également les notaires. L'État, au passage, je viens de le dire, collecte de la TVA, des droits de mutation, des cotisations sociales, donc il a également intérêt à ce qu'il y ait ce type d'opération sur le territoire national. Donc en fait, ces dispositifs, ils permettent aux différents acteurs de la chaîne immobilière que j'évoquais sur la première diapo, de valoriser leurs biens, puisque comme à la fin le bien est vendu plus cher, ça permet au promoteur de l'acheter plus cher auprès de l'aménageur, qui lui-même va l'acheter plus cher auprès du propriétaire. Donc finalement tout le monde est gagnant, sauf une personne, l'investisseur final, qui bien souvent est le grand perdant et ne retrouve pas ses billes une fois qu'il revend. Donc encore une fois, c'est le premier point de cette diapositive, soyez vigilants lorsque vous envisagez de faire ce type d'opération. Je ne dis pas que c'est systématiquement mauvais, mais il ne faut pas se focaliser que sur la réduction d'impôts. C'est vraiment important d'avoir une approche globale. Et donc, il faut savoir que dans certaines villes, ces dispositifs utilisés à outrance ont pu générer trop de constructions neuves dans des villes où cela n'était pas nécessaire. Par exemple, des villes où il y avait déjà une forte vacance locative dans le parc existant, ce qui du coup a eu pour résultat de faire baisser les prix du marché, puisqu'il y avait déjà une offre de logement supérieure à la demande, d'où la vacance, et on va encore augmenter l'offre par rapport à la demande. Donc la demande, elle va, pour les occupants qui ont la meilleure situation financière, elle va se déplacer vers les nouveaux logements. Les anciens logements vont être laissés vides, et du coup le fait qu'il y ait une offre qui soit très supérieure à la demande, mécaniquement ça va faire baisser les prix de l'ancien, ce qui va faire que pour un propriétaire d'un bien ancien, c'est beaucoup moins intéressant et rentable d'entretenir ou de réhabiliter son immeuble ou son appartement, puisque s'il doit pour le rénover mettre, je sais pas, 500 € par mètre carré de travaux, vous serez d'accord avec moi que c'est pas la même chose en fonction de si le bien vaut 2000 € du mètre
Dans ce cas, ça représente 25% du prix, que si le bien vaut 5 000 € du mètre ou 1 000 € du mètre, la valeur engendrée par ces travaux ne sera pas du tout la même. Et du coup, ce qui se passe dans ces villes dans lesquelles il y a eu trop de construction neuve, et dans les villes où il y a une offre de logement qui est très supérieure à la demande de manière générale, c'est que les gens ne sont pas encouragés à rénover leur patrimoine. Ça génère de la vacance supplémentaire, un exode des populations vers l'extérieur et vers d'autres villes où il y a un parc en meilleur état. Le parc continue de se dégrader, du coup les logements vides sont souvent occupés par des gens qui n'ont pas d'autres possibilités pour se loger, donc des gens plutôt pauvres et précaires, ce qui fait que les centres-villes et les tissus d'habitat anciens vont se paupériser. C'est également de par le dépeuplement et j'ai envie de dire entre guillemets le malpeuplement en termes financiers, puisque les gens qui vont s'installer sont moins riches et du coup potentiellement non éligibles aux impôts locaux, et ben du coup les recettes fiscales vont baisser pour les collectivités, qui vont augmenter leur taux de taxes locales, et ça va impacter encore une fois les gens qui sont éligibles, qui du coup vont être encore plus encouragés à quitter la ville, et du coup en fait on rentre dans un cercle vicieux qui est vraiment extrêmement néfaste et bien pour ces villes qui parfois à cause de la mauvaise santé de leur marché immobilier se vident et se dégradent au fur et à mesure du temps, et c'est très très difficile d'inverser la tendance pour une collectivité. Voilà, donc vous l'aurez compris, soyez vigilants si vous envisagez d'investir dans l'immobilier neuf en défiscalisation. J'espère que cette présentation, de manière plus générale, vous aura permis de comprendre un petit peu quel était le rôle de chacun des intervenants d'une opération immobilière, notamment l'aménageur et le promoteur, et de voir un petit peu comment tout ça fonctionnait. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette présentation, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Sachez que c'est des sujets que je trouve extrêmement intéressants. J'ai essayé d'être le plus synthétique possible, même si c'est pas facile d'être synthétique pour quelque chose d'aussi complet que la promotion immobilière. Donc voilà, je vous invite vraiment à poser vos questions dans les commentaires, et je pourrais soit vous donner des éléments en réponse à vos commentaires, soit éventuellement faire d'autres vidéos pour vous apporter des éléments de réponse. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.